Cet épisode vous est présenté par Wi-Fi Plex, votre partenaire technologique pour immeubles multilogements. Saviez-vous que plus de 80% des locataires souhaitent maintenant avoir de la technologie dans leur espace de vie ? Avec Wi-Fi Plex, rendez vos immeubles plus attrayants et sécurisés avec leurs caméras de sécurité, intercom intelligent avec reconnaissance faciale, télé IP innovante et incluez Internet dans vos baux, le tout clé en main. Découvrez-en plus sur wifiplex.ca. Bienvenue au nouveau balado Table ronde de la Corpic. Et ce balado-là, vraiment, va vous donner toutes sortes un espace de discussion pour parler de la crise du logement actuel. Et le premier épisode, c'est vraiment dans un contexte d'écologie, de transition écologique. On sait que c'est un défi pour les propriétaires. Dans le respect des locataires aussi, c'est un monde en crise. Il y a une crise d'habitation en ce moment. Comment on fait justement pour s'unir, trouver des solutions pour aller vers cette transition écologique-là avec les différents immeubles qui sont de plus en plus vieillissants à plusieurs endroits au Québec. Alors, bienvenue à ce premier épisode de ce balado Table ronde. On a des invités très pertinents à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, Sylvain Gaudreault, qui est ancien ministre des Transports, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, ex-député, directeur général maintenant du Cégep de Jonquière. Bienvenue, M. Gaudreault. Oui, bonjour, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il y a aussi Karel Méran, qui est président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, ancien directeur de la Fondation David Suzuki au Québec, artisan de la philanthropie climatique et de la transition juste au Québec. Vous allez nous expliquer ça. C'est quoi la transition juste au Québec? Mm-hmm. Merci d'être là. Merci. Éric Sansouci, qu'on connaît bien comme porte-parole de la Corpic, mais pas seulement ça, qui est aussi propriétaire et qui fait de la rénovation résidentielle. Merci aussi de nous accueillir ici et d'avoir eu l'idée de faire ce balado-là. Merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Encore une fois, je m'appelle Mélanie Bergeron. Je suis là pour animer ce balado et on va y aller tout de suite avec notre premier sujet, en fait. Éric Sansouci, j'aimerais commencer avec toi. Je te tutoie, si tu permets. Ouais. Les propriétaires sont vraiment au cœur des changements. Ouais. On le sait, il y a des petits propriétaires, des plus gros propriétaires. Tous sont affectés par les transitions qui s'en viennent, que ce soit les dégâts causés par des changements climatiques, les fortes pluies, les dégâts d'eau, toutes sortes d'événements qui arrivent sur nos immeubles. On n'aura pas le choix d'aller vers une transition. Donc, c'est quoi, selon toi, l'avenir? Comment on donne ce rôle-là au propriétaire? Puis comment lui donner les moyens d'aller vers cette transition-là? Bien, certainement. Puis, il faut réaliser à quel point le contexte change, évolue rapidement. Pour être propriétaire et m'occuper de mes immeubles, entrepreneur général depuis 25 ans, on voit à quel point ça change. Maintenant, le gel des gels qui arrivait peut-être 3-4 fois par année, bien là, ça peut être 15 à 20 fois. Maintenant, on a des pluies diluviennes où on reçoit en quelques heures la quantité de pluie qu'on avait dans un mois. On se souvient du 9 août. Tout le monde se souvient du 9 août. L'an passé, il y a eu trois mois où ça a été comme ça. Et alors, les toitures sont sous pression, les fondations sont sous pression, les portes et fenêtres sont sous pression. Et au Québec, nos bâtiments sont vieux. 70% des bâtiments locatifs ont été construits avant les années 80. Et pour toutes sortes de raisons, on n'a pas encouragé le propriétaire à faire ces rénovations-là. Alors, on a un déficit d'entretien, un déficit de rénovation. C'est pas simple. Bien, c'est justement, tu sais, il y a des immeubles qui vieillissent, mais entre-temps, on a vu venir le problème. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais on n'a rien fait pour aider les propriétaires à justement, tu sais, on se plaint des immeubles vétustes, mais en quelque part, il n'y a pas d'incitatif financier non plus pour aider les propriétaires, tant que ça. Oui. Puis, je ne sais pas si c'est un bon moment pour en parler, là, mais il y a deux éléments là, qu'on observe. Mais d'abord, il y a un cadre réglementaire avec la Régie du logement, maintenant le tribunal administratif du logement, qui a visé à protéger l'abordabilité. Ce qui fait en sorte que quand vient le temps de faire des rénovations, c'est pas toujours récompensé ou reconnu d'une façon suffisante. Alors, ce qu'on dit aux propriétaires depuis 40 ans, rénove le moins possible, le plus tard possible. Et ou bien on transmet ça aux autres qui vont mettre dehors les locataires qui n'auront plus de place pour se loger. Oui, alors, exact. On a multiples problèmes. J'aimerais aller entendre Sylvain Gaudreault aussi là-dessus parce que vous avez été aux premières loges des différents débats sur l'environnement, le territoire. Comment votre passage en politique a façonné votre vision que vous avez aujourd'hui de la transition en habitation qu'on devrait avoir au Québec?
Oui. Ben, j'écoutais monsieur sans souci, puis je pense qu'il a vraiment bien mis la table. C'est sûr que durant mon passage en politique, moi, j'ai été particulièrement interpellé par les défis environnementaux, notamment le rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, en 2013, alors que j'étais ministre. Qui avait dit à ce moment-là, vous en souviendrez, que c'était très, très clair pour la science que les changements climatiques, étaient dus à l'action humaine. Et deuxième élément important de ce rapport de 2013, c'était un appel à l'action pour les élus qui ont des responsabilités gouvernementales partout à travers la planète. Moi, en 2013, j'ai 2 ministères dont je suis responsable, donc les transports, les affaires municipales, les régions et l'occupation du territoire. Puis dans les affaires municipales, j'avais la responsabilité de l'habitation. Donc, je me disais, je ne sais pas combien de temps je vais être ministre, mais une chose est sûre, c'est que le privilège que j'ai d'être ministre à ce moment-là, je dois faire le maximum pour intervenir sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est comme ça que je me suis vraiment engagé. Puis l'autre élément, je vous dirais, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler plus tard, mais quand on pense à l'aménagement du territoire, forcément, ça implique l'habitation, ça implique le développement de l'habitation sur le territoire. Et moi, j'avais aussi la responsabilité du ministère des Transports. Puis, on ne peut pas penser l'aménagement du territoire sans penser au transport, puis on ne peut pas penser au transport sans penser à l'aménagement du territoire et ce qui va avec ça. Donc, étalement urbain ou densification, accès au transport collectif. Puis je pense que, en plus de ce que M. Sans Souci vient de nous dire, il faut avoir aussi une vision, je dirais, macro de l'habitation. Puis ça amène ces questions-là d'aménagement du territoire et d'accès au transport collectif. Aimeriez-vous encore chausser ces chaussures-là aujourd'hui en tant que ministre en 2025? Est-ce que parce que la crise s'est accentuée depuis 12 ans, là, depuis que vous étiez en poste, là, les choses ont bien changé depuis la pandémie aussi. Est-ce que vous aimeriez ça, être en poste pour essayer de changer les choses encore? Je veux faire attention à ce que je vais dire parce que les gens vont dire, ça y est, il veut retourner en politique alors que c'est pas du tout mon objectif. Mais admettons une question hypothétique. La manière dont je vais vous répondre, c'est que, en fait, l'ensemble des ministères sont concernés par le climat. Évidemment, le ministère des Transports, le ministère des Affaires municipales, de l'Habitation, mais que ce soit le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, tous les ministères, les Ressources naturelles, nommez-les, là, tous les ministères sont concernés par les enjeux climatiques. Puis c'est peut-être en soi un des problèmes, je dirais, ou une des réalités, c'est dans l'appareil gouvernemental, on travaille beaucoup en silo, alors que l'enjeu climatique est transversal. Et je pense que c'est une des réalités, un des enjeux. Donc, le fait, moi, que j'ai eu à la fois les transports et les affaires municipales, au moins, donnait cette vision transversale sur ces deux enjeux-là qui sont intrinsèquement liés. Ben oui, puis tout le monde doit travailler ensemble pour arriver à quelque chose. Hein? Monsieur Meyrand, vous prônez une transition juste. Expliquez aux gens qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une transition juste, parce qu'on le sait qu'il y a des inégalités. Tout le monde n'est pas... Les locataires n'ont pas nécessairement les mêmes moyens. Puis bon, comment vous voyez ça, vous? Il y a plusieurs façons de le voir. Là. Au début, on parlait de transition juste parce qu'on se disait, si on fait des transitions, par exemple, des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, il faut que les gens qui perdent leur travail dans des industries qui vont disparaître puissent se reformer puis avoir un travail ailleurs. Ça, c'est la première façon. Mais on a évolué avec le temps. Puis aujourd'hui, je dirais que la transition juste, c'est beaucoup plus... vous savez, Elon Musk pollue pas mal plus que vous et moi. Puis la mère monoparentale qui vit dans un appartement, dans un 5,5, puis qui sont 5, puis qui n'ont pas de voiture, puis qui ne voyagent pas, puis qui ne consomment pas beaucoup de viande parce que ça coûte trop cher, eux autres, ils polluent moins. Mais quand il y a une vague de chaleur, c'est eux autres qui n'ont pas l'air climatisé. C'est eux autres qui se ramassent à l'urgence. C'est eux autres qui ont des problèmes de salubrité dans leur logement, qui font en sorte souvent qu'ils vont avoir des maladies. Vous voyez un peu le principe. Oui. Donc, ceux qui causent une grosse partie du problème, donc, sont des gens qui sont plus aisés. Et ceux qui subissent les plus gros impacts sont des gens qui sont souvent pauvres. Puis je vous donne un exemple. Au Canada,
on a une cible de réduction des émissions pour 2030. Là, je ne sais plus c'est quoi, moins 35 ou moins 40 %. Là. Si on prend le 50 % des gens au bas de la pyramide au Canada, ils ont déjà atteint la cible par habitant. Puis si on prend le 1 % le plus riche, ils ont quelque chose comme 30 fois plus de pollution par personne que les gens du bas de la pyramide. Est-ce que donc, c'est une question d'argent dans ce cas-là? Ben oui, plus on a d'argent, plus on a d'argent, plus on va avoir une consommation. Je veux dire, à la limite, on pense toujours aux jets privés et des choses comme ça, mais une famille qui a 4 voitures pollue plus qu'une famille qui n'en a pas. Je veux dire, ça tombe sous le sens, mais aussi c'est les actifs financiers, tout ça. Donc, ça demande quand même de revoir un peu la façon dont on parlait de climat, parce qu'au départ, quand on parlait de climat, on disait « Ah, il faut chacun faire un effort ». Mais vous comprenez que, encore là, notre mère monoparentale, si elle a coupé, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, là, 1 kilo de bœuf dans sa semaine, là, ça ne fait pas vraiment contrepoids pour la personne à Toronto qui vit dans le centre-ville de Toronto qui vient de s'acheter son 2e Hummer. Là. Alors, vous voyez le principe. Donc, il faut adapter. Puis de plus en plus, c'est le fait qu'on ne fasse pas la transition. C'est-à-dire le fait ça fait 30 ans là, qu'on sait qu'il y a un problème puis qu'on n'agit pas. Ça fait en sorte que pendant 30 ans, il y a des gens qui se sont enrichis dans le système dans lequel on vit, qui produit de la richesse, mais qui est inégalement répartie. Mais pendant ce temps-là, on a des gens qui subissent les impacts des changements climatiques, qui perdent leur maison à cause d'inondations. Il y a des quartiers là, à Gatineau, entre autres, qui vont être... Le maire de Gatineau, à l'époque, me disait... c'est les Points de Gatineau qui est habité depuis 400 ans, puis là, ils pensent à fermer le quartier, peut-être parce qu'ils sont plus capables de maintenir. Il y a plein de gens en Amérique du Nord qui ne sont plus capables de s'assurer parce que l'assurance est rendue presque aussi chère dans certains endroits que l'hypothèque. C'est quand même quelque chose. Donc, le fait qu'on ait attendu, ça fait en sorte qu'il y a une injustice envers les gens plus pauvres qui subissent les impacts. Il y a aussi une injustice envers les gens plus jeunes qui n'ont pas eu les avantages puis qui vont avoir les impacts. Puis là, tu sais, le lien avec l'habitation est intéressant aussi parce qu'en plus, aujourd'hui, on leur dit tu n'auras pas les moyens de t'acheter une maison parce que le marché produit uniquement ce qui est rentable de produire. Et qu'est-ce qu'il produit, le marché? Bien, il produit des condos pour des gens qui sont des investisseurs. Il produit des maisons unifamiliales pour les gens qui en ont les moyens, mais il ne produit pas de logements abordables. C'est plus possible de produire de l'abordable. Puis, je vais juste vous donner une statistique. C'est la chaire en économie, la chaire d'énergie de HEC, Pierre-Olivier Pinault, Joanne Whitmore, qui publie chaque année l'état de l'énergie au Québec. On a plus de pieds carrés habitables par personne au Québec qu'on n'en a jamais eu. Mais c'est vrai, le mode de vie a changé. Et pourtant, on est en crise du logement. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'on a des maisons plus grosses avec des pièces vides. Mais ça, on le constate chaque pourquoi jour. Ça? Parce que les gens qui en ont les moyens se construisent plus gros, puis les gens qui n'en ont pas les moyens, eux, ils sont comme écartés du marché. Donc, dans toute cette notion-là de transition juste, on finit toujours par déborder de la question du climat puis aller sur les questions d'inégalité sociale. Et là, maintenant, ça devient plus complexe qu'avant, parce qu'avant, on se disait, on va régler le problème, on va mettre le plastique au recyclage, ça va régler le problème. Puis là, on se rend compte qu'il y a plein de trucs à détricoter dans notre société. C'est tout le mode de vie, dans le fond, la façon de vivre, parce qu'il y a 30-40 ans, les gens vivaient à 10 dans une maison, puis il n'y avait pas de problème. Les enfants dormaient dans la même chambre. Les propriétés étaient plus petites pour plus de gens. Donc... Exactement. Puis il y a vraiment concentration de richesse. Là. Une chose qui m'a frappé, là, une statistique qui est sortie dans un rapport, dans un article dans Le Devoir, il y a peut-être 6 mois. À Montréal, il y a 1% des propriétaires, donc je ne sais pas c'est qui ces gens-là, là, qui possèdent 33% du parc locatif. Ah ouais. Qui ont 1000 portes. Donc, on ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde qui est propriétaire, qui a un duplex, un triplex, puis qui s'en occupe parce qu'il l'habite, puis tout ça. On parle de gens, souvent, qui ont vraiment un gros parc de logement, puis qui ne l'entretiennent pas, puis on n'a pas tellement de poignes pour eux. Et donc, il y a une concentration de richesse et qui crée des enjeux de justice climatique. Donc, c'est ça. On est dans cet univers-là où maintenant, il faut questionner beaucoup de choses. Là. Et puis là, on se demande aujourd'hui, est-il trop tard? Est-ce qu'on peut encore agir, Éric? Ben non, il n'est pas trop tard. C'est ça, là qu'est-ce qu'il faut faire? Là? En fait, Éric, les propriétaires, là, comme justement là, ceux qui ont des milliers de portes à Montréal, par exemple, comment faire pour les inciter? Parce qu'eux ont les moyens versus un plus petit propriétaire qui a un quadruplex. Il y a peut-être moins de revenus pour entretenir l'immeuble adéquatement. Donc, comment on fait? Je peux-tu juste intercaler un petit quelque chose? Parce que, tu sais, genre, amender votre question, Madame l'animatrice. Moi, je pense que ça va être plus dur. Là, non, mais regarde, parce que moi, je pense que les petits propriétaires, moi, j'en connais plein, là, j'ai plein d'amis qui ont des duplex, des triplex, là.
ils s'en occupent bien. Tu sais, c'est des gens qui s'occupent bien de leur auto aussi, tu sais, vous comprenez-vous ce que je veux dire? Mais Ils sont propriétaires l'habitude. occupants souvent. Alors, Ils sont pardon? souvent son propriétaire Oui, puis occupant. ces gens-là, là, ils les font, les réparations. Ouais. OK? Mais quelqu'un qui a plus d'argent. Tu sais, par Ouais, exemple, ouais, là, ça, c'est une autre, c'est ce que je ça voulais arrive, dire. mais tu sais, je suis curieux tu sais, de t'entendre sur Ouais. les grands propriétaires avec des milliers de portes, parce que pour moi, je pense que eux, souvent, même s'ils ont plus de moyens, ils font moins C'est moins que le petit personnalisé. propriétaire. Moi, je pense que, tu sais, souvent, on est toujours comme, hey, on met beaucoup, beaucoup de responsabilités sur les petits propriétaires. Je trouve que les petits propriétaires font bien leur job. Bien, souvent mieux que les gros, vous avez raison, parce que c'est ce qu'on, Éric, c'est ce qu'on voit peut-être. Il y a des exceptions, c'est sûr, là. Faut pas généraliser, mais c'est vrai que la personne qui habite l'immeuble ou qui connaît bien ses locataires va être mieux portée à l'entretenir que... Ouais. Je ne ferais pas nécessairement une comparaison entre les grands et les petits propriétaires, mais quand même, je soulignerais à quel point au Québec, c'est extraordinaire. 82% des logements canadiens qui sont dans des 5plex et moins sont au Québec. Ah oui. Donc, on a un modèle de densification douce qui est unique. Donc, les plex, là, c'est typiquement québécois et largement, ils sont occupés par le propriétaire occupant. Donc, quand on sait que le logement le plus abordable qui existe, c'est celui qui est déjà construit, ça devrait être le signal où est-ce que, prenons-en soin, assurons-nous de le pérenniser, ce parc-là, parce qu'on ne pourra pas le reconstruire aussi abordable. Exact. Maintenant, les inconvénients, c'est que c'est des passoires, ne sont pas isolés, les portes et fenêtres, on ne les a pas changées. Donc, on est devant une opportunité où tout le monde peut gagner. Le locataire, le propriétaire, l'économie québécoise, Hydro-Québec qui se demande s'il va faire des barrages supplémentaires. Let's go, on y va ensemble, là. C'est ça notre opportunité. Puis comment on les convainc, les propriétaires? Est-ce qu'il y a des incitatifs encore? Est-ce qu'il faut... Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il faut encore subventionner? Est-ce qu'il faut... Malheureusement, les propriétaires, ce qui définit la valeur d'un bâtiment, ce n'est pas son état, un bâtiment locatif, contrairement à une maison personnelle, là, ce n'est pas son état, ce sont ses revenus. Alors, dès lors qu'on comprend ça, il faut savoir que c'est par là où est-ce qu'on peut agir pour amener les propriétaires à investir davantage. Et ça, on doit le trouver, on doit le faire, parce que si on ne le fait pas, on va accentuer la réalité des rénovations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Les propriétaires traditionnels qui ne sont pas dans le business de vider l'immeuble pour le rénover, quand ils sont découragés, ils le vendent. Et en ce moment, les gens qui achètent passent par ce chemin-là. Il y a des locataires qui finissent dans la rue carrément. C'est extrêmement radical. Donc, trouvons une façon d'amener ce réflexe qui devrait être naturel et normal, de rénover progressivement en amont. Mais là, on a un chantier, là. Let's go, les portes et fenêtres, les toits, l'isolation. Oui, tout ce qui est important pour maintenir la structure et le bon fonctionnement de l'immeuble pour quelques années. Puis, M. Gaudreault, pour les futures générations, là, comment on voit ça, justement? On a glissé un mot, mais comment on peut faire cette transition-là pour nos enfants, petits-enfants, puis eux vont être pris avec là, ces bâtiments-là un petit peu plus tard, puis la crise va s'accentuer si on ne fait rien encore? Oui, certainement. Puis, tu sais, dans le fond, on se pose la question... est-ce qu'on doit bouger? Comment on doit bouger? Moi, je pense que la question est plutôt de dire est-ce qu'on a le choix? Tu sais? Et moi, je pense que les propriétaires, l'État québécois, les différents intervenants, les élus municipaux, l'habitation interpelle beaucoup les élus municipaux, constatent et vont de plus en plus constater que le coût de l'inaction est plus élevé que le coût de l'action. Que d'agir. Et quand je parle d'un coût d'inaction, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Tu sais, Karel faisait référence aux inondations à Gatineau il y a quelques années, mais c'est la même chose à chaque année. Et sinon, c'est les feux de forêt. Souvenez-vous, il y a 2 ans, des feux records, entre autres du côté de Chibougamau. Donc, on a dû évacuer la ville, par exemple, de Chibougamau. Juste en 2024, là, pour le Bureau d'assurance du Canada, ça a été des réclamations records de 7,5 milliards, ce qui représentait 228 000 là, réclamations. Ça pète là, 400 % d'augmentation par rapport aux moyennes de réclamations des 20 dernières années. Alors, est-ce qu'on veut continuer comme ça ou est-ce qu'on change? Moi, je pense que le coût de l'inaction est plus élevé que le coût d'agir. Maintenant, le coût d'agir, comment on fait ça? Puis, tout à l'heure, Karel parlait de justice climatique. La justice climatique, là,
Le premier critère pour moi, c'est d'affirmer puis de reconnaître que c'est une responsabilité collective. Une responsabilité collective, c'est comme par exemple au Québec, on a fait le choix d'avoir une assurance santé là pour tout le monde. Même chose pour l'assurance auto. Donc, c'est une responsabilité collective. Mais moi, je pense que la justice climatique, c'est une responsabilité collective aussi. Puis, il faut certainement avoir des moyens, avoir des programmes plus généreux pour les locataires en premier lieu, mais pour les propriétaires, pour les soutenir également dans la transformation de leur habitation ou de leur propriété. Il faut qu'Hydro-Québec soit beaucoup plus efficace dans ses programmes d'économie d'énergie. Et l'autre élément, tu sais, on l'a effleuré tout à l'heure sur le changement du style de vie ou de mode de vie. Moi, je pense qu'il va falloir au moins lancer le débat sur la question des méga espaces puis des monster house qui, dans le fond, payent le même tarif d'hydroélectricité que n'importe qui au Québec, mais qui consomment beaucoup plus, qui génèrent beaucoup plus de puissance pour chauffer leur maison, pour avoir un spa, pour ainsi de suite. Donc, je pense qu'on a ce type de débat-là à faire dans un esprit de justice climatique. Puis vous allez me permettre de passer un message aussi, parce que vous posez la question sur les jeunes. On a beaucoup de sensibilisation à faire. Moi, je pense que d'emblée, puis moi, je les fréquente à tous les jours comme directeur de cégep, les jeunes sont sensibilisés, sont conscientisés sur les enjeux climatiques et d'environnement. Peut-être que, par exemple, ils ne savent pas nécessairement comment agir. Ça, c'est une autre affaire. Et il va falloir former. Puis on s'aperçoit, moi j'ai 2 programmes, là, par exemple, au Cégep de Jonquière, technique d'aménagement et d'urbanisme et technique de génie du bâtiment, qui touchent particulièrement là, ces enjeux-là d'habitation. En particulier, génie du bâtiment, là, toutes les questions de chauffage, climatisation, structure des immeubles. Et c'est des taux d'emploi là, de 100%. Mais pourtant, on a encore des défis importants de recruter des étudiants dans ces programmes-là. Tout à l'heure, M. Sansouci parlait d'opportunités à saisir. On est dans une période de transition où on a des changements à venir. Bien, des programmes comme celui-là, Génie du bâtiment, ben c'est un programme d'avenir, là. Ça, c'est sûr et certain, qui est tourné justement vers ces nouvelles technologies. Donc, il faut qu'on soutienne davantage là, je dirais, la connaissance ou la diffusion de l'importance de ces programmes-là, puis des emplois, puis des possibilités dans ce domaine. Ben oui, faire la promotion de ces programmes-là pour développer mieux dans le futur, puis adapter les immeubles actuels. Monsieur Méran, comment on y arrive? Est-ce que c'est une utopie? Ah non, mais moi, ça fait 15 ans que ça me frappe. Ça fait 15 ans que je fais des conférences, puis je dis aux gens, cherchez pas la Baie James, la prochaine Baie James dans le Nord. La prochaine Baie James, là, c'est la rénovation de notre parc de bâtiments. C'est une histoire vraiment intéressante. Quand LG2 est arrivé en production là, à la fin des années 70, le gouvernement Lévesque, à l'époque, a fait un programme, parce que c'était la crise de l'énergie, puis on importait beaucoup de mazout pour chauffer les maisons, donc on a électrifié le chauffage de nos maisons. OK? En 6 ans, on a diminué notre consommation d'hydrocarbures au Québec de 40 %. OK? Ça, c'est le niveau d'ambition qu'on avait à cette époque-là. On manque d'ambition, donc? Ben oui, définitivement. Puis là, comment on a fait ça à l'époque? On a mis les fameuses plaintes électriques qu'on a chez nous, OK? Qui est essentiellement une technologie de toaster pour chauffer les maisons, OK? Tu sais, on chauffe OK, c'est un toaster, OK? Fait que c'est super inefficace. Quand on a fait faire des modélisations, le gouvernement du Québec a des modélisations sur comment réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec, puis même chose à la Ville de Montréal. Les premières choses qui sortent, c'est des modélisations qu'on appelle technico-économiques. Donc, c'est quoi les technologies qui sont rentables? Puis on commence par ça, puis après ça, on va, au fur et à mesure que les coûts augmentent, là, on commence par qu'est-ce qui est rentable, OK? L'affaire la plus rentable, bien plus rentable qu'une auto électrique, ça, c'est des thermopompes, OK? Parce que c'est une technologie qui réussit à chauffer les bâtiments ou refroidir en été de façon beaucoup plus efficiente. Et en ce moment, on le fait pas, le changement vers les thermopompes. On ne soutient pas les propriétaires qui veulent le faire. Fait que, mais déjà, on élimine le mazout. On devrait passer du mazout aux thermopompes. Mais éventuellement, si on passait de nos toasters de chauffage à des thermopompes, on libérerait beaucoup de capacité énergétique au Québec pour faire autre chose, qui nous éviterait peut-être d'avoir à faire briser nos dernières rivières. Et l'autre chose qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au lieu de faire un gros projet
un gros projet quelque part dans le Grand Nord, t'aides plein de propriétaires à rénover leurs bâtiments. Fait que là, je parle des thermopompes, mais effectivement, les enveloppes des bâtiments, parce que, là, il s'en vient des vagues de chaleur hallucinantes, OK? Là, on va devoir isoler nos maisons contre la chaleur. Nous, c'est contre-intuitif parce qu'au Québec, on dit qu'il faut mieux isoler pour le froid l'hiver, puis on va continuer d'avoir des froids l'hiver. Mais les endroits où les enveloppes de maison ne sont pas performantes, c'est des gens qui vont suffoquer dans leur logement. Et donc, il faudrait climatiser, oui, mais là, si on met des climatiseurs partout, ça renforce la chaleur dans les villes parce que les climatiseurs ils dégagent beaucoup de chaleur et tout ça. Mais le truc, c'est qu'on peut travailler les enveloppes des bâtiments et on peut aussi... ça, c'est dans l'existant. Dans le nouveau, on peut faire des efforts, puis c'est quelque chose, je vais faire une petite plug, là, la Fondation du Grand Montréal avec 4 autres fondations. On vient de mettre ensemble 50 millions de dollars pour soutenir un fonds qui s'appelle Amplifier, qui va créer plusieurs milliers de logements abordables et verts. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis, nous, les fondations, on a accepté d'avoir un rendement un petit peu moindre pour être capable de faire en sorte que ces logements-là vont être construits avec une meilleure enveloppe, meilleure efficacité énergétique, tout ça, et ça va demeurer des logements abordables. Donc, c'est possible de le faire. Puis, c'est possible aussi de faire des quartiers avec des logements abordables, les verts, et tout ça, le maire de Laval a écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelle « Des quartiers sans voiture ». Tout ça est possible, mais en ce moment, on ne donne pas nécessairement on n'a pas le leadership public, puis on ne donne pas les conditions financières, économiques pour y arriver. Donc, en gros, si tu veux te rendre sur la Lune, ça prend quelqu'un qui pointe la Lune. Puis en ce moment, on pointe dans toutes les directions. Exactement. Non, tout le monde a ses propres intérêts. Les différents paliers agissent en silo, comme disait M. Gaudreau. Moi, j'y crois complètement. Je veux dire, je comprends pas que quelqu'un en ce moment au Québec a une fournaise au mazout puis qu'on ne l'aide pas à la changer pour d'autres choses. Je comprends pas qu'on attend puis qu'on niaise avec ça. C'est un entre guillemets, un no-brainer. Les gens repoussent juste à cause des coûts. Ben oui. Ils repoussent ça. Ben oui, parce que c'est ton coût. Puis l'autre chose, il y a des modèles qui permettent aussi de faire des changements comme ça, des investissements à ta maison, et la municipalité va le financer et ça va se payer sur le compte de taxes. Ce qui fait que, mettons, moi, je pense vendre ma maison dans 4 ans, je ne ferai pas les changements. Parce que je vais passer, je vais payer. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation. Mais si je suis capable de le laisser sur le compte de taxes à long terme, là, je vais le faire tout de suite. Fait qu'il y a plein de modèles financiers comme ça à mettre en place. Oui. En terminant, un logement abordable, c'est combien? Oh my God, ça c'est... ça dépend. Il y a tellement de mesures de l'abordabilité. C'est pas le même à Jonquière qu'à Montréal. Non, c'est ça. Prends la place du politicien. Il ne faut pas être Donc, on verra pour les logements abordables, c'est ça, il y a différents coûts selon la région. On dit souvent qu'il y a une mesure d'abordabilité qui est 30% du revenu, mais il y en a d'autres qui disent non, c'est autre chose. Des fois, il y a un seuil en fonction de la région, tout ça. Mais de manière générale, on a trop peu construit de logements hors marché, ce qui fait que ça a créé quand même, ça a engendré une pression inflationniste. On dit qu'on n'en construit pas assez, mais on construit quand même des logements pour des personnes âgées qui ont déjà une maison, qui vont la vendre puis aller dans un logement. Ça, on est bon pour ça. C'est rentable, ça marche, les gens ont un capital, une équité d'accumuler, mais pour les nouveaux propriétaires, on ne le fait pas bien. Pour les nouveaux logements, on ne le fait pas bien. Puis donc, ça prend des investissements publics. Moi, je dis souvent, je comprends pas quand est-ce qu'on a décidé au Québec et au Canada que les routes, c'est 100% public, puis les logements, c'est 100% privé. Probablement que les logements, il pourrait y avoir un pourcentage public qui viendrait justement alléger. Puis là, on arrêterait de demander au marché de produire ce qu'il n'est pas capable de produire. Oui. Puis Éric, comment on fait pour avoir ce dialogue-là, pour travailler ensemble avec les différents paliers de gouvernement, les différents acteurs de tout ce domaine-là? Ça inclut beaucoup de monde. Ouais. C'est sûr qu'à la Corpic, c'est un peu notre travail, d'être en contact avec tous les paliers de gouvernement. Puis, on le sait que ça marche. On le sait qu'on peut faire quelque chose. J'en veux pour exemple deux programmes qui ont vraiment bien fonctionné, qu'on pourrait remettre en place. La SCHL a fait du financement à travers le programme APH Select qui reconnaissait entre autres la transition éco-énergétique et donnait des excellentes conditions de financement, des meilleurs taux d'intérêt, des plus grandes périodes d'amortissement. Donc, quand les taux d'intérêt étaient élevés, c'était intéressant de passer par l'amélioration éco-énergétique. Cette année, le tiers de mes immeubles, je remplace les portes et fenêtres, je mets des thermopompes, je mets de l'éclairage d'aile. J'ai jamais fait ça en 20 ans. Le programme a servi de déclencheur. Maintenant, pourquoi ils ont dilué de moitié la valeur de l'éco-énergétique? Donc, il n'y a plus personne qui utilise ça pour faire ça.
Mais ça marchait. Rénovair, qui était excellent aussi au niveau provincial, moi, comme entrepreneur général, j'en ai donné des certificats d'authenticité, d'authentification. C'était 20 de crédit d'impôt. Les gens, quand ils rénovaient la cuisine, certain qu'on va l'ouvrir le mur puis qu'on va l'isoler. Tant qu'à y être. On allait chercher 20 de crédit d'impôt. Ça fonctionne. Et comme le disait M. Gaudreau, le coût de l'inaction est beaucoup plus cher que ces investissements. C'est clair. Justement, vous y croyez, M. Gaudreau, si tout le monde s'y met, là, qu'éventuellement, on pourra... Oui. Mais tu sais, le vrai défi, moi, je dirais, il est là présentement, là, c'est la mobilisation. Moi, je suis heureux de voir que la Corpic, par exemple, fait son premier balado là-dessus. Donc, on s'aperçoit que, vous savez, il y a une règle un peu physique, je dirais, que la nature a horreur du vide. Là. Donc, quand il y a un manque de leadership au niveau étatique, par exemple, d'autres instances occupent cet espace-là. Puis moi, c'est là que réside mon espoir, entre autres du côté des États-Unis, parce que Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris. Il est certainement climato-sceptique, mais il y a certains États qui vont prendre la place, la Californie, l'État de Washington, l'Oregon, etc. C'est un peu la même chose chez nous. Avec un manque de leadership au niveau politique en matière de climat, mais là, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres instances qui commencent à prendre la place, notamment dans certaines municipalités, des instances comme la Corpic, comme d'autres. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Et l'autre chose aussi qui est une force au Québec, c'est notre capacité de se rencontrer pour faire des sommets. On l'a fait pour le déficit zéro dans les années 90. On l'a fait sur les frais de scolarité en enseignement supérieur au début des années 2010. On l'a fait pour le soutien, par exemple, pour la forêt, pour les Premières Nations. On a fait des grands sommets là-dessus. Alors moi, je pense que sur l'enjeu, par exemple, de l'habitation, sur l'enjeu de l'énergie, mais comme, tu sais, monsieur Sans Souci tend la main pour dire, nous, on est prêt à travailler, on est prêt à discuter, on a une belle instance pour ça, pour fédérer, il faut élargir. Oui, avec la Corpic, mais il faut voir avec les ministères concernés, avec le gouvernement, avec Hydro-Québec, avec les régions aussi. La pire chose, c'est la centralisation. Alors, la réalité, par exemple, au Saguenay, chez moi, n'est pas la même que sur le plateau Mont-Royal, n'est pas la même que dans le nord du Québec et dans le grand nord du Québec. Donc, il faut ou aux îles de la Madeleine, par exemple, qui sont très, très, très soumis à la pression des changements climatiques, à la disparition des berges. Donc, on a tout ça à voir. Puis je pense que, considérant que la mobilisation est le premier enjeu, c'est le temps qu'on refasse là, ce type de sommet-là dont on est habitué au Québec et qui donne des résultats. Puis je pense que la question du logement, de l'habitation est certainement une priorité là-dessus. Monsieur Meyran, est-ce qu'on devrait s'inspirer d'autres pays aussi qui ont déjà enclenché un processus pour être plus écologique, comme la France, par exemple, qui a un plan là, qui a, au cours des 2 dernières années, là, qui a mis l'accent là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres pays dont on devrait s'inspirer? Il y en a plein. Puis, généralement, on se tourne vers l'Europe définitivement parce que le rapport à l'énergie puis aux ressources en Europe n'est pas le même. Là. Nous, au Québec, au Canada, aux États-Unis, on avait un continent qui était quasiment... L'abondance. Oui, on avait l'abondance de tout. Fait qu'on a tendance à gaspiller, on va se le dire. Là, on gaspille. Moi, ça me fait toujours rire, parce que je vois des gens qui éteignent les lumières, mais qu'après ça, ils chauffent à 24. Là. Ça ne changera pas grand-chose. Une douche d'une heure. Mais c'est ça. Mais tu sais, Fait que donc, il faut commencer à penser en termes de sobriété énergétique. C'est-à-dire que notre électricité... C'est une ressource qui est renouvelable, oui, mais pas infinie. Puis on en a besoin partout. On a besoin d'en mettre dans nos autos, on a besoin d'en mettre dans nos industries, on a besoin d'en mettre dans nos maisons. Puis on a la chance d'en avoir beaucoup au Québec, fait que pendant longtemps, puis elle n'est pas chère en plus. Fait que là, let's go. Mais non, on ne peut plus faire ça. Donc, là où il faut s'inspirer, je pense, c'est juste de dire, chaque électron qu'on dépense quelque part, on l'a plus pour le mettre ailleurs. Puis collectivement, il faut commencer à se poser des questions parce que si on veut lutter efficacement contre les changements climatiques, il faut se départir de tout le pétrole, le gaz puis le charbon. Puis la seule façon de le faire, ou à peu près, c'est réduire notre consommation d'énergie puis électrifier tout. Fait que il faut commencer à penser comme ça. Fait que, tu sais, faudrait... vous savez, là, souvent, moi, quand je faisais des conférences sur l'environnement, les gens ils me disent « Ah oui, moi, je ferme le robinet quand je brosse mes dents, ou je prends une douche plus courte, ou des choses comme ça. » L'électricité, c'est pas comme un robinet qui coule, mais c'est un robinet qui coule quand on l'utilise mal. Donc, tu sais... c'est le chauffage le jour, isoler nos maisons, tout ça, on devrait
on devrait avoir l'impression que l'électricité qu'on gaspille, c'est comme des robinets qui coulent. Puis on veut pas ça dans notre maison. Puis alors, je pense que c'est sûr qu'en Europe, eux autres, c'est différent parce qu'il n'y avait pas autant d'abondance et puis donc l'énergie est plus chère et ils font très attention. Là. Moi, j'entends des gens là, que l'hiver, dans des villes comme Lyon ou Paris, là, ils chauffent à 17 puis 18 parce qu'ils n'ont pas les moyens de chauffer parce qu'ils se sont fait couper le gaz russe. Là. C'est quelque chose. C'est une là, autre perspective. C'est une autre perspective. Fait que là, nous, c'est abondant, fait qu'on a tendance à être laxiste là-dessus. Je pense que, mes grands-parents, ils gaspillaient pas. Je pense que depuis 2 générations, on est devenu un petit peu plus confortable qu'on devrait l'être, là. Fait qu'il faudrait ramener un peu le balancier. Je pense que les enfants apprennent à l'école à ne pas gaspiller parce que quel parent ne s'est pas fait dire une fois ferme le robinet, ferme la lumière. Les jeunes sont plus sensibilisés à un très jeune âge. On est tous sensibilisés quand on est jeune. Puis là, à un moment donné, on arrive dans vingtaine, puis on commence à avoir un peu d'argent, puis là, on choisit le confort. C'est toutes les générations. C'était de même dans ma génération, puis c'était de même dans la génération d'après, puis c'est de même pour mes enfants. Mais chez nous, c'est moi qui paye le bill, puis les enfants laissent les lumières allumées. Ah, c'est un sûr. peu le contraire. Là. On pourrait rediscuter de ça. Ouais, Ça dépend de l'âge des enfants, effectivement. Oui, c'est ça. Exact. Mais une lumière d'elle allumée, là, honnêtement, là, c'est pas un enjeu pour moi. Par contre, la piscine chauffée à 92 toute l'année, tout l'été. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben oui. On se paye du luxe, là, on va se le dire. On est chanceux. On est privilégiés, chanceux, en fait, oui. mais il ne faudrait pas étirer l'élastique trop longtemps. À un moment donné, on va être obligé de faire des choix. Exact. On le sait, il y a plusieurs élections qui sont en cours ou qui s'en viennent, là, que ce soit fédérale, provinciale, municipale. C'est une grosse année qui s'en vient. À tour de rôle, j'aimerais savoir quel serait un moyen, une proposition qui serait intéressante sur un des paliers de gouvernement, finalement, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Éric, qu'est-ce qui serait une seule mesure? Rapidement, je dirais, c'est une trop belle opportunité, la pérennisation du parc locatif abordable. Il y a trop de bénéfices pour les locataires pour ne pas saisir l'opportunité économique qui vient avec ça, le volume de rénovation qu'on peut faire, l'économie d'énergie qu'on peut faire. Donc, il y a toutes sortes de choses. Ça peut être des crédits d'impôt, ça peut être des subventions, ça peut être une révision du cadre réglementaire qui fait en sorte qu'on doit changer la mentalité. On a besoin d'un signal clair que c'est une bonne chose de rénover et d'entamer la transition éco-énergétique. Sylvain Gaudreault? Moi, je pense que l'urgence étant pour les ménages à faible revenu, qu'ils soient bien logés. Moi, je pense que si j'avais une recommandation ou une proposition à faire, si j'étais encore en politique, par exemple, ça serait de construire rapidement des bâtiments pour des logements pour les familles à faible revenu. Je pense entre autres à la construction modulaire, qui est de plus en plus importante et populaire, avec des matériaux qui captent le carbone, comme le bois, par exemple. Donc, plus grande utilisation du bois et construction rapide de logements modulaires pour les familles à faible revenu pour qu'ils soient mieux logés. Moi, ça serait la première chose que je ferais. Est-ce que les villes ont un rôle à jouer aussi dans la livraison des permis aussi, parfois, qui est assez longue dans certains projets? La livraison des permis, mais aussi la planification du territoire, l'aménagement du territoire, mettre plus en évidence, par exemple, quand on construit des nouveaux quartiers ou des rues, par exemple, le chauffage solaire passif, donc diriger les maisons ou les bâtiments vers le sud. Donc, revoir l'aménagement du territoire. Évidemment, un chantier extrêmement important, c'est encore une fois diminuer la dépendance des villes au niveau des revenus, de la dépendance au foncier, donc essayer de trouver d'autres sources de revenus encore pour les municipalités. Alors, c'est tout ça, là, parce que l'enjeu de l'étalement urbain demeure un enjeu important. Là, il y a des enjeux d'acceptabilité sociale. Si on veut densifier davantage les villes, on construit comment? On construit où? Donc, c'est pour ça, moi, j'appelle à un genre de sommet aussi là-dessus. Mais là, ça fait plusieurs propositions. Vous m'en avez demandé une. C'est pas grave, on les écoute toutes. C'est ça, mais c'est une panoplie. Mais M. Sans-Souci a raison. Ça prend un signal fort politique, d'abord et avant tout. Et ça, je le réclame fortement. Monsieur Méran. Moi, j'irais définitivement. J'irais du côté de Québec. OK, Québec a un plan de, comment on l'appelle, le plan d'immobilisation du gouvernement du Québec, là, le PQI.
Il y a 140 quelques milliards. Plan québécois d'infrastructure. Merci, d'infrastructure, oui, c'est ça. Qui a 140 quelques milliards là-dedans là, sur 10 ans de prévu, OK? Là, on a des hôpitaux qui tombent en ruine. On a des écoles qui tombent en ruine, OK? On a besoin d'investir dans le logement. Mais je pense qu'il faudrait revoir l'ensemble des choix qu'il y a dans ce 150 milliards-là à la lumière des besoins urgents qui sont rénovation d'infrastructures. Moi, je dirais, on rénove avant de construire du nouveau. OK, première chose, là, puis ça va dans le sens parce que là, on va faire des nouvelles routes, des nouveaux ponts, des nouvelles affaires, puis on n'est même pas capable. Il y a un hôpital à Montréal, Maisonneuve-Rosemont, là. OK, il y a des gens qui sont restés aux soins intensifs, qui ont été pris dans l'ascenseur. Il neige dans l'hôpital, je veux dire, quand même, là. Puis, donc, on a un enjeu, là, je pense, qui est important. Alors, j'irais vraiment de ce côté-là, du côté du gouvernement du Québec, vraiment de arrêter de développer, réparer, entretenir ce qu'on a, puis le rendre plus efficient. Puis s'il y a un dollar qu'on doit mettre dans quelque chose du gouvernement du Québec, c'est quoi l'impact sur le changement climatique? Est-ce que ça empire les choses ou est-ce que ça améliore les choses? Puis moi, je ne dépenserais pas $1 qui empire les choses. C'est d'avoir cette conscience-là, tout le monde, finalement. Bien, c'est-à-dire que l'État a un rôle à jouer. Quand l'État prend des décisions après ça, vous et moi, ça nous amène à un endroit ou à un autre, OK? Et quand l'État décide de laisser aller les choses, bien là, à ce moment-là, on ne va pas tous dans la même direction. Ça prend une éternité faire les changements. Puis on a besoin de leadership. Puis le leadership passe par les investissements publics, par les programmes qui peuvent être mis en place, toutes ces choses-là. On en a besoin en ce moment. On a besoin de se faire donner un genre de direction. Un plan. Puis qui nous donne l'impression après ça que quand on va faire quelque chose, on ne sera pas tout seul à le faire, puis ça va avoir un impact justement parce qu'on va le faire à une échelle qui fonctionne. Donc, se rassembler, encourager les rénovations, le logement abordable, toutes ces mesures-là. Moi, je vous écoute ce matin, puis c'est vraiment inspirant. On a envie que ça avance. On espère que ce balado-là vous a plu. Merci à tous. Éric Sansouci, Sylvain Gaudreault et Karel Méran, merci d'avoir partagé vos idées. C'est fort instructif, puis les gens qui nous écoutent, je suis certaine, vont être inspirés, puis c'est comme ça qu'on peut faire pression aussi pour que les choses changent. Alors, merci à tous d'avoir été là. Cet épisode vous a été présenté par Wi-Fi Plex, votre partenaire technologique pour immeubles multilogement. Merci.